Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Quelle analyse faire du scandale supposé ou réel à la police? L'accès aux soins, la politique sanitaire et la couverture universelle de maladies. Pourquoi au Sénégal les structures de santé sont malades? La production agricole au Sénégal est-elle efficiente? Pour débattre de toutes ces questions d'actualité, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 21 juillet 2013 Massamba Diop, administrateur de services de santé à la retraite, et Xavier Diatta, spécialiste en matière de santé et d'évacuation sanitaire. Remue-Ménage, dimanche 10h-11h sur la Radio Futur Média avec Alassane Samba Diop. Merci de votre fidélité et bienvenue à Remue-Ménage. Nous sommes dimanche 21 juillet 2013 dans notre studio avec M. Massamba Diop, administrateur de services de santé à la retraite, ancien directeur d'hôpitaux de Ourossogui, Dantec, Diourbel, entre autres spécialistes de la santé. Xavier Diatta, expert en aviation agricole et spécialiste d'évacuation sanitaire. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité ce week-end, c'était le football sénégalais l'équipe nationale locale qui a été éliminée en Mauritanie par l'équipe mauritanienne Les Mourabitoun. Très rapidement, le diagnostic a été fait par les différents intervenants sur cette antenne. Quelle est la solution aujourd'hui, M. Massamba Diop, pour repartir du bon pied? Je vous remercie, Alassane, de me faire l'honneur de m'inviter à votre émission, qui est quand même un plateau d'excellence. L'élimination du Sénégal par la Mauritanie, je pense que doit être une bonne leçon de modestie. Doit être également une bonne leçon vraiment dans le cadre de la minutie dans la préparation. Vous savez, on n'aurait jamais imaginé que la Mauritanie aurait éliminé le Sénégal dans quelle compétition que ce soit. Mais ça veut dire simplement qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Il faut travailler dans la durée et surtout travailler dans le cadre de l'excellence. Donner à nos athlètes en règle générale le culte de l'excellence. Et puis faire un peu vraiment un travail de fond, ne pas se précipiter. Je pense que c'est l'enseignement en tout cas que nous pouvons en tirer. Ne jamais sous-estimer l'adversaire et savoir que nous, pendant que nous nous glorifions un peu de nos talents ou bien de nos individualités, d'autres pays en silence travaillent sérieusement et dans la durée et font des résultats. Très rapidement, Xavier, par rapport à cette question bien précise, quelle solution pour que le football sénégalais revive? Merci Alassane, je ne suis pas un gros spécialiste des sports, mais comme l'a dit le colonel Massamba, je crois que le Sénégal a besoin de leçons d'humilité. Et la Mauritanie, certainement, c'est mieux préparé que le Sénégal. Et je crois que ça nous permet à nous vraiment de revoir notre copie. Chaque jour de se remettre en question. Parce que c'est comme ça que ce pays peut avancer. Merci. Voilà, l'autre grosse actualité, vous le savez, c'est l'histoire de la drogue dans la police, supposée ou réelle. Vous savez, pendant toute cette semaine, le pays est tenu en haleine par rapport à cette information très, très bizarre, comme beaucoup de gens le disent. Le chef de l'État a demandé qu'un rapport circonstancié soit fait par rapport à cette question bien précise. Nous avons appris que tous les éléments de l'enquête ont été entendus, que le rapport est pratiquement fini, qu'il doit être mis sur la table du chef de l'État. Massamba, comment peut-on analyser cette question bien précise concernant aujourd'hui l'histoire de la drogue, des policiers qui sont supposés peut-être traquer des trafiquants pour mettre le pays en sécurité, qui se trouvent au cœur d'un scandale? Merci Alassane. Je pense que c'est un problème qui nous interpelle tous et qui nous préoccupe tous. Mais puisque quand même c'est un problème qui aujourd'hui est en cours d'instruction, les enquêtes sont en train d'être menées, le procureur de la République s'en est saisi, je pense que nous devions aussi beaucoup plus de réserve et un peu de, comment on appelle ça, de tempérance par rapport à cela. Maintenant, moi ce qui me préoccupe, franchement, c'est la procédure, la manière. C'est-à-dire le système. Aujourd'hui au Sénégal, on est toujours pressé de créer le scandale. Si c'était vrai, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, puisqu'on a entendu qu'un seul son de cloche. On n'a pas entendu quand même la victime, enfin celui qui est présumé être l'auteur. Sa position par rapport à ça. Si c'est vrai, ça aurait pu être vrai et que dans la hiérarchie
de la sécurité publique, dans la hiérarchie de la police, que ce problème puisse être géré administrativement, judiciairement, sans que vraiment la presse soit la première à être informée et que ça soit mis sur la place du village. C'est ça qui me chagrine. Et je me dis que quelque part, parce que j'ai entendu un peu la question que le journaliste avait posée à monsieur le général ministre de l'Intérieur, mais le journaliste était apparemment même plus informé, en tout cas en apparence, plus informé puisqu'il avait tous les éléments alors que le rapport n'était pas encore arrivé dans le bureau du général. Ça veut dire que quelqu'un, dans la chaîne d'information, a transmis toutes les données à la presse. En ayant ce comportement, je pense qu'il y a peut-être des résultats attendus, ou alors une intention manifeste qui n'est pas encore dite ouvertement. Nous pensons que, puisque le corps de la police quand même est un corps d'élite, est un corps paramilitaire, je pense qu'il y a des procédures militaires qui existent, qui font qu'on peut gérer un dossier à l'interne, prendre toutes les mesures qui s'imposent. S'il y a des fautes graves qui ont été commises, qu'on puisse prendre les sanctions qui s'imposent, sans état d'âme et sans complaisance, et sans avoir besoin de l'ébullité. Jusqu'au moment où il y aura la presse n'est pas dans son rôle d'aller chercher l'information? Si, la presse est dans son rôle, puisque la presse, c'est ça son travail, chercher l'information. Mais par contre, les corps de police, les corps de renseignement, leur rôle également, c'est de protéger l'information. Et surtout l'information sensible. Et c'est en cela que moi, je suis un peu touché par rapport à cela. Pas par la faute qui a été commise, parce que quand même, si c'est vrai, le fait de, pour tout vendeur de drogue, pour tout trafiquant de drogue, quelle que soit sa situation sociale, le fait de prendre la drogue et de la mettre à la disposition des usagers, moi j'estime que c'est un crime, comme on l'avait dit. Parce que j'ai eu la chance, moi, l'insigne honneur, de diriger un hôpital psychiatrique. Et j'ai vu les pans de la jeunesse qui sont victimes de drogue, qui sont victimes de chanvre indien, qui sont victimes de marijuana, qui sont victimes de toutes les formes de drogue qui existent, bref, de tous les psychotropes, et qui aujourd'hui ont perdu tout leur avenir. Et c'est un drame dans les familles. Donc moi, je suis ceux qui sanctionneraient le premier et de manière très sévère ceux qui mettent la drogue à la disposition de la population. Xavier, par rapport à cette question, bien aujourd'hui que le mal est déjà fait entre guillemets, quelles conséquences que cela peut avoir sur l'image même du Sénégal? Moi, justement, c'est la question. Je poserai même une autre question subsidiaire. C'est que le problème, j'espère que toutes les allégations sont véritablement vérifiées. Parce que vous savez, c'est des hommes de valeur, c'est des hommes qui ont servi le pays, c'est des hommes qui ont consacré leur vie justement à la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, quel que soit, je sais pas, quelle que soit la nature même, parce que j'aurais appris que c'était un conflit entre eux, quelle que soit la nature du conflit, est-ce que ça vaut le coup qu'aujourd'hui justement deux excellentes carrières soient brisées comme ça? Maintenant, effectivement, c'est sûr que ça va avoir des répercussions sur justement tout ce que le gouvernement aura à poser. Les gens, ils se mettront à polémiquer, à pouvoir tergiverser sur cette question. Alors que je crois qu'il faudrait, comme vous l'avez si bien dit, qu'on garde une marge de réserve par rapport à toutes ces questions. On ne sait pas si réellement toutes les allégations qui sont aujourd'hui sur la table sont véritablement vérifiées. C'est pourquoi, en tout cas, le rapport vous le dira, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites par la police de police, qui a déposé un rapport sur la table du ministre et du président. Les conséquences seront tirées, les Sénégalais sauront. Mais justement, ce rapport, quand un rapport de la police de police aujourd'hui, et même sa transmission, le fait même que ce rapport, lors de sa transmission, et que l'opinion soit au courant qu'il y a un rapport qui est transmis, c'est déjà une faute en soi. Absolument. C'est déjà une faute en soi. Est-ce que justement on va continuer à diriger notre pays comme ça? Alassane, vous savez, moi aujourd'hui je dis, j'ai même pitié de nos gouvernants. Parce qu'aujourd'hui ils ont tellement d'urgence à régler, ils ont tellement de problèmes, il y a tellement d'attentes sociales, que si maintenant on se lance dans des histoires comme celle-là, effectivement, parce qu'après il va y avoir du travail en amont, justement pour redorer le blason de l'image sénégalaise. Est-ce que réellement le Sénégal a besoin de ça? Là, moi, j'en veux pas à la presse. La presse, vous savez, c'est des gens qui payent des salariés, c'est des gens trucs, et ils voient que les Sénégalais, c'est ça qui les intéresse. C'est le sensationnel qui les intéresse. Donc, ils ont trouvé un filon, ils s'engouffrent dedans, et je dis c'est bien. Mais il appartient maintenant à tous les censeurs, à quelque niveau que ce soit, de pouvoir sauvegarder l'information, de pouvoir protéger l'information, de pouvoir vraiment savoir que je suis aux commandes d'une institution qui doit donner une image, qui doit renvoyer une image à l'international, qui doit renvoyer une image nationale. Donc, j'ai quand même une mission de protection justement de cette information. Moi, c'est ça qui me gêne dans cette... Mais dans le fond, en soi, j'ai vraiment rien à dire. Colonel, je voudrais ajouter quand même, excusez-moi, j'ai l'avoir un peu cassé avec l'humidité, je voulais quand même ajouter, Alassane, que quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou que ce soit faux,
c'est une grenade qui est découpée et qui a été balancée. Alors, si c'est vrai, eh bien, l'auteur va être éclaboussé et la grenade va lui exploser dessus. Et il y aura des retombées extraordinaires avec tous ceux qui sont autour de lui. Si ce n'est pas vrai, parce que quand même aussi, c'est la nature humaine, si éventuellement c'est pas vrai, il y aura un retour de bâton, et là, ce sera l'arroseur arrosé, et la grenade va exploser entre les mains de son lanceur. Dans tous les cas, les effets dévastateurs seront inconsidérables. Oui, il a dit tantôt une question fondamentale. Il était directeur de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire de drogue aujourd'hui dont on parle dans la police, avec des Nigériens qui sont au Sénégal, qui travaillent sur ce créneau bien précis, quelles sont les conséquences que cela peut faire, surtout pour les enfants? Mais les conséquences, Alassane, les conséquences, elles sont là. Ça dit que les conséquences, elles sont énormes. Énorme. Ça dit que, vous savez, la drogue, elle vient avec le crime organisé. Ça vient avec la fausse monnaie. Mais c'est l'économie. C'est-à-dire c'est un secteur tellement stratégique que si on n'y prend pas garde, c'est l'économie sénégalaise qui est déjà à genoux. Je ne dirais même pas que maintenant elle sera à genoux, elle va être complètement à terre. Alors c'est ça le problème. C'est pourquoi je dis que c'est des questions tellement pointues que moi aujourd'hui, j'ai même peur. Je ne sais pas comment cette information a pu filtrer. Moi, c'est ça mon véritable problème. Comment cette information, aujourd'hui, a été mise sur la place publique. Parce que je vous l'ai dit, je le répète, c'est des commissaires qui sont arrivés à ce niveau de responsabilité. C'est que pendant presque 30 ans, ils ont eu à donner leur vie. Alors, c'est des gens respectables. Et moi, jusqu'à présent, tant que la justice n'a pas statué, tant que les gens qui sont outillés, les gens qui sont formatés pour pouvoir porter un jugement de valeur, tant qu'eux, ils n'auront rien dit, je respecte toujours ces personnes. Et il ne faut pas que les gens oublient que c'est des pères de famille. Et nous, ici, le sensationnel, les gens oublient souvent, il faut créer le sensationnel. Mais on crée le sensationnel, on ne sait pas, on est en train de briser une famille, on est en train de briser une mère de famille, on est en train de briser des enfants, on est en train de briser tout un avenir. Et comme vous l'avez dit, effectivement, les conséquences pour le pays, elles sont énormes, on ne peut jamais les rattraper. Football malade, police malade, est-ce que la santé va bien au Sénégal? Là aussi, la politique de santé sénégalaise, est-ce qu'elle est efficiente? Non, moi, de mon point de vue, moi en tout cas, en tant qu'acteur hospitalier, je trouve que la santé est malade. Pourquoi? Eh bien, la santé est malade. Vous avez vu, vous entendez tous les jours les crises sociales qui sont dans la santé. Vous voyez tous les jours des problèmes de santé qui sont posés et il n'y a pas de réponse pour celui qui est malade. Quoique, quand même, reconnaissons que de gros efforts ont été faits. Mais ça ne suffit pas qu'on est guéri. Alors, parce que la santé n'a pas encore, de mon point de vue, tous les moyens de sa politique. C'est le financement de la santé qui pose problème. Il faudrait qu'aujourd'hui, que les hôpitaux fonctionnent comme vous, la RFM, comme une entreprise, en équilibrant ses comptes. Parce que vous savez que les hôpitaux sont devenus tous aujourd'hui des établissements publics. Autrement dit, ils ont donc un système de comptabilité à partie double où que les charges doivent être supportées par l'ensemble des produits. Mais si les charges sont plus lourdes que les produits, il y a un déséquilibre et la balance penche d'un côté. Et c'est ce qui est souvent le cas. Et on demande plus à l'hôpital, alors que l'hôpital également dépend de ceux qui sont à l'extérieur et qui lui amènent des consommables pour pouvoir faire sa mission. Les réactifs, les films radio, les médicaments, les anesthésiques, bref, tout ce dont on a besoin pour prodiguer un soin. Mais au-delà de ça également, il y a les personnels qui travaillent dans l'établissement. Aujourd'hui, les hôpitaux sont des établissements publics, donc ils sont en autonomie de gestion sans être indépendants, puisque c'est des hôpitaux publics. Mais il faudrait que tous les mois, que tu puisses payer tes salaires, les accessoires de salaire, les primes et les avantages dans les délais. S'il y a un retard quelque part, eh bien, ça commence à créer des désagréments. S'il y a des ruptures dans les approvisionnements parce qu'on n'a pas payé son fournisseur dans les délais, il manque des produits. Et ces produits, c'est justement ça qui va aider à prendre en charge l'urgence, à lever l'urgence ou à soigner le malade qui est hospitalisé. Voilà un peu, moi, sommairement résumé, les mots dont souffrent les hôpitaux hospitaliers de notre pays. Mais la santé, ce n'est pas seulement l'hôpital. C'est aussi la prévention. On y viendra. D'accord, tout à l'heure. Xavier, il y a beaucoup d'internautes qui ont appelé pour dire que la véritable question qui se pose pour eux, c'est les urgences. Quand vous avez un malade la nuit qui vient ou qui est fatigué ou bien vous avez des problèmes, vous allez à l'hôpital, il y a un réel problème de prise en charge des urgences. Pourquoi? Vous savez, au Sénégal, moi je crois qu'il arrivera un moment et qu'il faudrait qu'un gouvernement dise, bon, stop, j'arrête de gérer les urgences et je me mets dans la planification. Vous savez, on a eu la chance, Senghor nous a laissé un État bien structuré, avec un système de planification extraordinaire. Abdou Diouf est venu,
effectivement, ce système a commencé à péricliter jusqu'à ce que ce système ne disparaisse complètement avec le régime Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, c'est ça le problème, la gestion de l'urgence. Vous savez, quand vous avez aujourd'hui, vous sortez, qu'est-ce que c'est l'urgence d'abord? Quand vous sortez de chez vous, où vous allez travailler, vous recevez un coup de fil, on vous dit, écoutez, il y a votre fils qui vient de faire un accident. Ça pose problème. Déjà, vous commencez à réfléchir, cet enfant-là, comment je vais le prendre en charge? Si vous n'avez pas de couverture sociale. Et si maintenant, cet accident se produit en dehors de Dakar, c'est un problème. Comment ramener ce malade? On a un véritable problème de gestion, justement, de l'urgence. Il n'y a rien qui est fait à ce niveau. Attendez, c'est pas parce que c'est la faute au gouvernement. C'est la faute peut-être à l'État, justement, qui n'a pas su consolider des atouts, justement, de gestion d'un pan de l'économie. Mais aussi, les Sénégalais sont responsables. Je crois que la santé, c'est, si vous voulez, le dénominateur commun propre à toute une vie. À toute une vie. Chacun doit passer par là. On ne sait pas quand ça vient. Tout le monde est concerné par la santé. Alors que les Sénégalais se lèvent, qui s'approprient. Il faut justement, ce qui s'est passé en Chine, si vous vous souvenez ce que le Mao a appelé, que sans école d'Ivalises, que sans fleurs s'épanouissent, il faudrait que les Sénégalais, dans un sursaut, s'approprient justement de toutes ces politiques, qu'ils en font les siennes. Il faudrait que les Sénégalais arrivent à comprendre qu'aujourd'hui, il faudrait que je me prenne en charge nous-mêmes. Mais si on attend tout de l'État, ça va être difficile. Et en ce moment, ça facilitera à l'État justement de mettre des procédures d'urgence qui puissent justement prendre en charge ces problèmes. Docteur Massamba, il y a quand même beaucoup de malades, ou bien d'accompagnants de malades, de médecins, ou bien de Sénégalais qui se plaignent qu'une fois le malade amené en urgence, les médecins refusent de le toucher en disant oui, il n'a pas encore payé, il faut qu'il paye. Est-ce que la vie de la personne en ce moment-là n'est pas plus vitale que le paiement qu'on doit faire? Alors, Alsan, je vous arrête net tout de suite. Je vous écoute. Alors, pour vous dire que vraiment, je prends le contre-pied de ce que vous venez de dire. Il y a des gens qui l'ont annoncé. Non, parce que l'urgence... Il y a des Sénégalais confrontés à des hôpitaux où ils ne payent pas, on ne prend pas en charge le malade. Non, mais ça, ce n'est pas l'urgence. L'urgence est le seul mode d'accès à l'hôpital où, lorsque vous arrivez, la prise en charge de la maladie prime sur la prise en charge administrative. Donc la prise en charge de l'urgence prime toujours sur la prise en charge administrative. Est-ce que c'est souvent le cas? C'est toujours le cas, c'est une obligation. Non, je suis pas d'accord. Attendez, je termine. Alors, l'hôpital ou le praticien qui ne l'aura pas fait serait en faute pour non-assistance à personne en danger. Donc nous, dans le code hospitalier, dans le code de la santé, la prise en charge des urgences revêt un caractère fondamental. Et c'est, on régularise a posteriori, mais a priori, le malade est pris en charge. Maintenant, ce qui peut se poser est que l'offre de soins n'existe pas. Parce que n'oublions pas quand même qu'il y a une très forte demande par rapport à une faible offre de soins d'urgence. Les services d'urgence sont différents des services cliniques où les gens sont hospitalisés ou les services de consultation. Ça n'a rien à voir. Et donc l'urgence, également, il faut savoir quelle est l'urgence. Parce que l'urgence, il y a 3 catégories d'urgence. Il y a l'urgence absolue, pour laquelle, si en moins de 6 heures vous ne faites rien, vous compromettez le pronostic vital. Il y a l'urgence extrême, qui dans les 12 heures, le malade peut être pris en charge sans que son pronostic ne soit compromis. Et l'urgence relative, qui prend du temps. Quelqu'un qui est fracturé par un terrain de football, jusqu'à demain, on peut le prendre en charge. Bref, c'est pour dire simplement, je ne sous-estime pas ces cas d'urgence, mais c'est pour vous dire que l'urgence est prise en charge obligatoirement. Il se peut que maintenant que vous soyez dans une structure où votre urgence n'a pas de réponse. Exemple, vous venez dans un hôpital où vous avez une urgence de cardiologie, tout de suite, alors que cet hôpital n'a pas de cardiologue. Il y a un médecin généraliste qui va prendre en charge, qui va essayer de vous orienter ailleurs. Ou alors vous avez une urgence parce que vous ne pouvez pas pisser, parce que simplement vous avez un problème de prostate aigu et qui vous pose de sérieux problèmes et qu'il n'y ait pas d'urologue ou de chirurgien dans cette structure et que vous n'êtes pas à Dakar. En ce moment, ça pose de véritables problèmes. Donc c'est la réponse à l'offre de soins, l'équité et la distribution de soins sur lesquels je pense qu'on pourrait plus discuter. Xavier Diatta mais Alassane, je crois que vous rappelez, il y a de cela 3 mois, c'était même sur l'antenne justement de RFM que j'avais lancé ce cri de détresse pour justement ce jeune qui est Ousmane Kanté, qu'on avait évacué et que nous on avait évacué parce que, comme je vous l'ai dit, vous savez, avec notre avion, notre système d'évacuation gratuite qu'on a mis à la disposition de toute la population du Sénégal à partir de Tambacounda. Mais ce jeune, quand il est arrivé ici, je vous dis, on a fait le tour des hôpitaux. Il a fallu appeler pratiquement le ministre pour que le ministre donne des instructions. Vous savez, dans les hôpitaux, il arrive que certaines pathologies lourdes, nous on est confrontés à ces pathologies tous les jours. Parce que nous, justement, comme du fait que l'évacuation est gratuite, bon, les médecins
le TIR nous envoie que des pathologies très lourdes. Il arrive des moments quand, par exemple, vous amenez un patient qui est lourdement atteint. Alors, certains, dans les hôpitaux, ils font des calculs, ils se disent, écoutez, ce malade, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Est-ce que ce malade va occuper un lit pendant plusieurs mois sans pourtant qu'on sache? Et les hôpitaux déclinent. Docteur, mon collègue, je suis désolé. Moi, j'ai été confronté à ces situations pendant au moins 6 à 7 fois, parce qu'il y a eu un autre Sénégalais qui était venu, un gars de la diaspora, il est venu en vacances, il arrive, il fait un AVC au Cap. On va le chercher parce qu'il faut signaler en passant que je peux dire que le coefficient de survie pour un malade atteint d'une pathologie lourde est inversement proportionnel à la distance qu'il ne sépare de Dakar. Ça dit plus vous êtes loin de Dakar, plus quand vous êtes atteint parce que justement là-bas, il n'y a même pas de service d'urgence. Alors, cet expatrié, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a remarqué qu'il faisait un AVC, nous on l'a évacué. Il est arrivé dans un hôpital, un grand hôpital de Dakar, à midi. À 22h du soir, on m'a appelé pour me dire de venir chercher le malade parce qu'ils n'avaient pas où le mettre. On a tourné dans tout Dakar. Il a fallu qu'une structure privée, le docteur Nian, Babacar Nian, qui m'a aidé, qui est un ami personnel, qui lui a accepté de prendre. Mais Alassane, le lendemain, le malade s'est réveillé. Il s'est trouvé que le malade, c'était quelqu'un qui était riche comme Crésus, qui avait les moyens. Il fallait l'évacuer tout de suite en France. Et là, j'ai eu tous les hôpitaux de Dakar qui me sont tombés dessus parce que tout le monde, chacun voulait faire cette évacuation. Alors, c'est ça le problème. Oui. Docteur Massamba, c'est une question fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se plaignent du moment il y a un problème d'urgence ici à Dakar et dans les régions. C'est un gros problème dans les régions où les gens ne peuvent pas être soignés, où le temps d'évacuer le malade l'amener à Dakar, il peut mourir en cours de chemin. Il y a un grand problème dans les régions. Alsal, ce que vous dites est vrai. Et je comprends ce qu'il vient de dire. Je ne suis pas docteur, je suis administrateur. Administrateur, oui. Alors, je voudrais dire que moi, personnellement, il y a 2 ans, ma fille m'a réveillé à 3h du matin pour un accouchement compliqué. Et j'ai fait le tour de Dakar pour trouver une place pour la prendre en charge. Eh bien, ça pose le problème de l'offre de soins dont je vous ai parlé tout à l'heure. La plupart du temps, et ça, les pompiers le savent mieux que tout le monde, les pompiers peuvent faire le tour de Dakar sans avoir de place pour déposer même un cadavre. Puisque les morgues sont remplies, surtout à l'hivernage comme ça, les morgues sont remplies, ou alors les services d'urgence sont remplis, et ce serait malheureux de prendre un malade dans un service d'urgence alors qu'on n'a pas de lit où le mettre. C'est ça ce que je disais tantôt, l'offre de soins. Et maintenant, la distribution des soins consiste à faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de faire des évacuations. Autrement dit, le malade dont vous parlez tout à l'heure, ou l'expatrié dont vous parlez tout à l'heure, que la réponse puisse être trouvée in situ, c'est-à-dire à Tambacounda, dans les régions. Et les médecins qui refusent d'être affectés dans la région aussi. Ça, c'est un autre débat. C'est un problème aussi. Parce que justement, c'est ça qui pose le problème. Parce que c'est bien beau de parler de la couverture médicale universelle, c'est bien beau de disposer, de poser le problème de l'accessibilité aux soins et de créer des hôpitaux dans toutes les régions. Encore faut-il que toutes les spécialités médicales, ou les spécialités chirurgicales, ou les spécialités d'aide au diagnostic, c'est-à-dire les laboratoires, la radiologie, etc., puissent être disponibles sur place. On peut avoir les équipements sans avoir les servants. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont de radiologie numérique de dernière génération et n'ont même pas de médecin radiologue. Il y a des régions où il n'y a pas de gynécologue. En tout cas, récemment, il n'y en avait pas. Ou des régions où il n'y a pas de spécialistes en chirurgie pédiatrique. Un enfant qui avale un objet, etc., ou bien qui doit être opéré tout de suite en urgence, ce n'est pas dans toutes les régions que vous avez un chirurgien pédiatrique. Donc, c'est la distribution des soins, c'est l'offre de soins qui pose problème, qui fait en sorte qu'on fait le tour de plusieurs structures hospitalières et quand vous arrivez à Dakar, c'est hyper saturé. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent qu'on ne prend pas en charge, c'est parce qu'il n'y a pas de place qu'on ne prend pas. Mais justement, c'est un gros problème, ça, dans les régions où on ne peut pas soigner les gens sur place, où les médecins qui, quand même, ont prêté serment, ont fait un serment en sortant d'Hippocrate, en sortant de leur formation, qui refusent de rejoindre les régions parce que peut-être Dakar, c'est plus juteux en termes de gagner de l'argent, ils ouvrent des cliniques privées, ils ne travaillent pas dans les hôpitaux. C'est un scandale, ça. Mais Alassane, c'est au vu au-dessus de tout le monde. Vous voyez des patients qui aujourd'hui ils vont dans un hôpital, vous allez dans un hôpital, le médecin il vous dit écoutez, il y a plein de monde, si vous revenez me voir en consultation privée, je vous prends le plus rapidement possible. C'est cette histoire de gagne-pain. C'est-à-dire que les gens, dans tout ce que les gens font, même au niveau même, quel que soit le niveau de responsabilité, les gens cherchent à savoir ce qu'ils gagnent personnellement. Et tant que nos égos passent devant les priorités nationales, c'est sûr que ce système ne changera pas. Je ne sais pas s'il va y avoir un jour une politique suffisamment forte
pour qu'on dise, écoutez, tous ceux qui veulent rester dans le public, ils restent dans le public. Tous ceux qui veulent rester dans le privé, ils vont dans le privé. Mais est-ce que l'État aura justement cette autorité pour pouvoir inculquer ce truc-là? Ce que vous dites n'est pas faux. Vous prenez un hôpital comme Ziguinchor, qui est à cheval pratiquement sur 3 pays. Parce que les gars de la Guinée-Bissau, ils viennent se soigner là-bas. Vous allez, les gars de la Guinée-Conakry, ils viennent se soigner là-bas. Il n'y a même pas de service d'urgence. Il n'y a pas de service d'urgence. Il n'y en a pas. Et pourquoi? Ils avaient un neurochirurgien qu'ils avaient engagé, mais quand on lui a payé plus ailleurs, ou pour d'autres considérations, mais il est parti. Et c'est valable pour l'hôpital de Matam. C'est valable pour je ne sais pas maintenant si on a corrigé justement ces disparités, mais Alassane, c'est un véritable problème. Nous, il nous arrive, je vous dis, il nous arrive d'amener des malades qui, effectivement, comme il l'a dit, le matériel est là, mais il n'y a pas le praticien pour pouvoir prendre en charge ce malade-là. Donc, effectivement, ce malade, il est amené ici à Dakar. Et quand on l'amène à Dakar, on est confronté à un autre problème encore. C'est le problème de prise en charge. Oui, mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à soigner correctement les Sénégalais? On a pris quand même 15% du budget qu'on a injecté dans la santé. Pourquoi on ne se soigne pas? Alors, Hassan, je voulais d'abord préciser par rapport à mon ami Diatta qui vient d'intervenir. Les cliniques privées qui emploient les personnels hospitaliers. Il y a un décret, c'est le décret 77-745, qui dit que dans son article 10, chaque clinique privée doit disposer en permanence des effectifs minimaux en personnel technique, si après, sauf exception, prévue par la loi et les règlements. Il est interdit d'employer les agents de la fonction publique dans les cliniques privées. Mais pourquoi n'applique pas la loi? Eh bien, ça, c'est pas moi d'appliquer la loi. Il y a d'autres personnes qui... Mais il faut qu'on sache qu'il y a la réglementation qui existe depuis 1977, donc c'est au temps de Senghor, je crois, qu'il était interdit à tout praticien hospitalier de travailler dans une clinique privée. Mais est-ce que le ministère dispose d'un corps de contrôle qui contrôle les médecins qui sont dans les privés pour que ceux qui doivent être dans le public puissent faire leur travail? Tous les ministères disposent d'inspections techniques. Ils ont des corps de contrôle. Ça Ils ont des ne se fait pas. Mais ça, vraiment, je ne vais pas, moi, m'aventurer dans ce débat. Il faudra, vous, journalistes, poser la question au ministre de la Santé. Mais sachons simplement qu'au sortir de la faculté de médecine, chaque médecin a le droit de choisir soit dans le privé, d'être dans le privé ou d'être dans le public. Mais une fois que vous choisissez d'être dans le public, il faut qu'on soit clair que vous n'avez pas le droit de faire du privé dans les cliniques. Il n'y a que les médecins universitaires qui sont autorisés, c'est-à-dire les professeurs titulaires, les professeurs agrégés, les assistants et les maîtres assistants, qui sont autorisés à faire du privé dans l'établissement dans lequel ils travaillent et dans des horaires qui sont prévus 2 fois par semaine dans les après-midi. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Ou alors, exceptionnellement, des médecins spécialistes qui sont dans les régions et pour lesquels il y a une demande à l'extérieur qui peuvent faire du privé avec autorisation de la direction de leur établissement ou de leur région médicale. Voilà les exceptions pour lesquelles un médecin peut faire du privé. Mais sinon, le public, les cliniques privées doivent exclusivement, pour toutes les disciplines, embaucher leurs personnes qui sont à leur service. Mais ce qui est étonnant, Zébé Diatta, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez dans certains hôpitaux, le scanner de l'hôpital est tout en panne, mais celui privé à côté est tout en marche. Il marche. Et souvent, celui qui travaille là-bas dans le scanner, il y a des intérêts dans le privé à côté. Exactement. Dans tous les hôpitaux de Dakar, hein, si vous allez... Moi, on ne s'occupe pas des matériels d'hôpital, mais pour les privés, ça marche. Non, pour les privés, ça marche. Pour le privé, ça marche. Et bon, c'est peut-être... Parce que le médecin exerce là-bas en même temps. Mais justement, parce que le médecin exerce là-bas, ou alors il a des parts de marché justement dans ces établissements. Je vous dis, les problèmes du Sénégal, les problèmes du Sénégal sont profonds. Sont vraiment profonds. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, moi j'ai pitié de nos gouvernants parce qu'il y a tellement d'urgence, il y a tellement de problèmes. Et je me dis qu'on n'a pas l'engagement patriotique suffisant pour que les populations qui, au dernier ressort, ce sont elles qui sont les bénéficiaires, qui se disent non, halte. Parce que moi je vous dis aujourd'hui, je ne serais pas étonné qu'un jour j'apprenne que Macky Sall et son gouvernement ont déposé un préavis de grève au niveau de la gouvernance Dakar pour incivisme des Sénégalais. Et ça, je vous dis, il faudrait que ce soit des mesures fortes comme ça. Parce que, ou alors il faudrait que les populations se lèvent, qu'on se dise, écoutez, au dernier ressort, c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Organisons-nous et on pourra peut-être aboutir à quelque chose. On a fait des choses extraordinaires quand on s'est mis ensemble ici. Le M23, tout ça là, tous ces mouvements là qui sont nés justement parce que la volonté populaire était ça. Alors pourquoi cette volonté là, on l'a pas quand il s'agit justement d'un facteur déterminant qui appartient à tous les Sénégalais? C'est ce que je comprends pas.
Docteur Massamba, beaucoup aussi disent qu'ils se plaignent dans les hôpitaux de l'accueil. C'est-à-dire que quand ils vont dans les hôpitaux, les malades ne sont pas suivis, ceux qui doivent venir s'occuper d'eux ne s'occupent pas d'eux. La plupart de ceux qui viennent dans les hôpitaux travailler, c'est des étudiants qui sont à l'université. Les ordonnances sont trop chères. Pratiquement, l'hôpital n'a même pas de médicaments parce que c'est ordonnance sur ordonnance et des familles démunies, des Sénégalais qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à ces médicaments. Finalement, ils assistent le malade et ils laissent mourir. Non, c'est vrai ce que vous dites. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Tout à l'heure, vous avez parlé des cliniques privées. Mais regardez la position géographique de nos cliniques au Sénégal. Toutes les cliniques, à défaut d'être en face d'un hôpital public, sont à moins de 500 mètres d'un hôpital public. C'est pour créer un principe de vase communicant qui permet au personnel hospitalier de passer par ce vase et arriver directement à l'hôpital, à la clinique. Donc, ceci, c'est vrai. La prise en charge des choses maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus à prescrire des ordonnances par rapport aux malades hospitalisés ou même aux malades qui viennent aux malades hospitalisés. Ce qui peut-être n'est pas... Il y a des ordonnances très chères, 40 000, 30 000. Oui, mais ça c'est un autre débat. L'ordonnance est chère en fonction de la pathologie et en fonction des résultats attendus. Si vous avez une maladie grave... Mais un hôpital qui n'a même pas de médicaments, même pas d'alcool, c'est un problème. Les médicaments, les hôpitaux ont des médicaments et des consommables pour certaines activités. Vous allez au bloc opératoire, on ne va pas vous prescrire du fil de suture ou bien des anesthésiques ou bien de la lotane. Par contre, si vous êtes hospitalisé et que vous êtes pris en charge, parce que par exemple, les solutés, les poches de sang, tout ça là, mais le malade ne va pas les chercher. C'est l'hôpital qui les réalise. Mais le coût des médicaments est exponentiel, c'est en fonction du coût de la vie. Chaque année, les coûts montent de plus en plus et les hôpitaux ont de moins en moins de moyens pour faire face à tout cela. Mais il faudrait trouver une solution. Soit on fait une prise en charge intégrale et en ce moment, le coût de l'hospitalisation ne dit pas que l'hôpital est trop cher. Parce qu'il y a quand même la vérité des coûts. Et l'hôpital ne pratique pas la vérité des coûts. Je le dis tout de suite. En raison des subventions de l'État, des subventions des collectivités locales. Justement, est-ce qu'il y a suffisamment de moyens que l'État a mis pour que les hôpitaux puissent s'occuper de la santé des Sénégalais? Si les moyens étaient suffisants et que l'hôpital ne fasse pas sa mission correctement, il y a des corps de contrôle et des mesures administratives à prendre, des sanctions. Mais si vous voyez que les gens ne sanctionnent pas, c'est parce que simplement, les moyens qui sont mis à la disposition de l'hôpital sont tellement insuffisants que l'hôpital vous dit, écoutez, pour vous prendre en charge, il faut aller acheter ça tout de suite. Et ça également, les populations ne doivent pas attendre un système de santé où tout est donné gratuitement, ou alors on choisit un package de soins dans lequel le malade est hospitalisé, soigné. Oui, le gouvernement n'a pas de couverture universelle maladie. Est-ce que ça c'est efficace? Oui. La couverture médicale universelle, c'est un autre débat, on peut en parler si vous voulez, mais ça veut dire que simplement, une couverture médicale universelle, ça veut dire que l'ensemble de la population dispose d'une couverture médicale. Une couverture médicale, ça ne signifie pas que vous soyez gratuitement dans tous les hôpitaux, dans toutes les structures où vous vous présentez, ça signifie simplement que vous avez des moyens d'être pris en charge dans toutes les structures. Encore faut-il que ce moyen soit un tiers payant, une assurance, une mutuelle, une structure qui vous prenne en charge, une IPM, qui vous prenne en charge et que lorsque vous êtes malade, cette structure vous garantisse pour que vous bénéficiez de vos soins et qu'à posteriori, il paye. Mais ceci est un chantier, je pense que je le loue très bien, mais je serais heureux que ce chantier aboutisse vraiment pour que tout le monde bénéficie d'une couverture médicale. Encore que, il ne faudrait pas qu'on tombe sous le coup des mesures sociales inadaptées, telles que le plan Sésame ou la césarienne gratuite, etc., ou les prises en charge des cas sociaux, où c'est un fourre-tout, où tout le monde vient gratuitement, les mains dans les poches, en sifflant comme un pinson, et vous bénéficiez de tous vos soins, et vous partez en claquant la porte à la limite, parce que c'est votre droit. Eh bien ça, c'est le meilleur moyen de tuer la santé. Parce que les mesures sociales à outrance, sans la participation des populations, va créer un gouffre de dépenses que l'État ne pourra pas supporter. Si la couverture doit être financée entièrement par l'État, ça devient de l'assistance publique et sachez que ça ne fera pas long feu. Au bout de 2 ans, ça va se souffler. Mais justement, quelle solution aujourd'hui il faut mettre en place pour non seulement prendre en charge la santé des Sénégalais, en même temps que les Sénégalais aussi puissent participer aussi, un temps soit peu, à la prise en charge de la santé? Voilà, ce que je venais de dire, ça n'absout pas l'État complètement. Ça dit justement, l'État, comme il l'a dit, l'État a le devoir justement de mettre les mécanismes en place pour que les gens puissent se retrouver en justement, soit
en mutuelle de santé, soit en truc. Mais c'est ça, il faudrait que les gens accèdent à ça. Et effectivement, si jamais on voulait aujourd'hui dire, écoutez, les soins sont gratuits, vous allez là, vous avez un petit bobo, vous entrez dans un hôpital, vous êtes soigné, vous êtes parti, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est ce que je dis, il faudrait que l'État, du moins l'État mette justement le dispositif qui permette justement aux Sénégalais de se retrouver dans un cadre qui leur permet par exemple d'accéder à des mutuelles. Et je vous dis, c'est facile à organiser en fait. Vous savez, si vous êtes 100 personnes, vous faites des cotisations de 5 000 francs par mois, je suis sûr qu'il y a une assurance qui serait bien contente de pouvoir vous prendre et de vous offrir une couverture. Mais c'est à ça que je dis que les Sénégalais, il faut qu'eux, ils s'approprient même de ces politiques-là. Il faut qu'ils s'approprient. Tant qu'on ne s'approprie pas de ces politiques, c'est sûr qu'on n'ira nulle part. Pour se soigner, il faut aussi manger sain. Ça nous permet de parler d'agriculture, mais l'agriculture du point de vue médical. On a constaté qu'en France, une expertise de l'INSERM a établi en France, selon le site.fr, un lien entre l'exposition aux pesticides et plusieurs maladies graves, dont les cancers, cancer de prostate, maladies de Parkinson, problèmes même de fertilité dans les couples. Aujourd'hui, on est au Sénégal. Il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture sénégalaise. L'étude qui a été faite en France peut aussi avoir des répercussions chez nous. Absolument. Je pense qu'au-delà même de l'agriculture, il faut savoir que, je peux vous dire, sans avoir, je n'ai pas de statistiques, mais 80% des maladies qui nous atteignent passent par notre bouche pour arriver dans notre organisme. Donc c'est soit comment on appelle ça, une agriculture qui est viciée, qui est contaminée par des pesticides, soit des produits chimiques qu'on met dans les denrées alimentaires. Et bref, nous ne mangeons plus naturel. Nous ne mangeons plus bio. Vous avez vu aujourd'hui en Europe, en France et partout dans le monde, on essaie de plus en plus de favoriser l'agriculture bio. Autrement dit, sans pesticides, sans autres apports extérieurs qui puissent modifier la composition chimique même de l'organisme naturel. Donc, je peux vous dire qu'il y a de gros efforts à faire là-dessus, parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens mettent des pesticides? C'est pour lutter contre les insectes et les sauteriaux et tous les parasites qui peuvent atteindre l'agriculture. Pourquoi on met également des pesticides? C'est pour trouver des produits chimiques qui vont accroître facilement, développer facilement les plantes, etc. Donc, il y a un peu le gain, la part du gain qui est plus mis en priorité que plutôt la santé. Et maintenant, moi je vous ajouterai qu'il y a des pays comme le Cap-Vert qui ont privilégié des comportements qui vous permettent de ne pas être malade. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de nos maladies qui résultent de notre comportement. On mange hyper salé, on mange hyper sucré sans faire du sport. On fume énormément, tous des grands fumeurs. On boit de l'alcool, etc. Et eux, leur politique de santé, au lieu de faire une couverture maladie universelle, il faut une couverture santé universelle. C'est-à-dire, en amont, avant d'être malade, faire en sorte qu'on soit toujours en bonne santé. Comment? En ayant des comportements sains, un bon cadre de vie, une hygiène alimentaire, une hygiène de vie telle que on lutte contre le stress, on lutte contre le tabagisme, on lutte contre la drogue dont on a parlé tout à l'heure, on lutte contre tous les vices, contre le résal, l'agression chimique qu'on fait sur le corps. Tous ces comportements ont des impacts négatifs sur notre santé et vont vous avoir chez le médecin qui vous donnera des ordonnances excessivement chères que vous ne pouvez pas régler et ça accroît la mortalité. Voilà un peu mon point de vue. Xavier, par rapport aux pesticides, on a vu qu'il y a une année où le Sénégal avait commandé des avions qui ont fait l'épandage de pesticides un peu partout dans les champs. Et le constat quelques années après, c'est qu'on a considéré que les paysans et les agriculteurs, beaucoup plus d'AVC, de cancer et de maladies. Alassane, le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est ce que je vous dis toujours, on n'est pas dans la planification. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, nous avions une structure sous-régionale qui s'appelait l'OCLALAB, qui gérait justement l'épandage de tout ce qui est pesticides. Bon, les États ont trouvé le moyen justement de mettre ce cadre-là en désuétude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1988, quand on a eu la première attaque acridienne, le Sénégal n'était pas préparé. Nous sommes venus en 2000, on l'a fait comme on peut. En 2004, quand il y a eu cette invasion acridienne qui a décimé pratiquement 65% des récoltes du Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, la FAO a lancé des bulletins d'alerte depuis février. On a dit, attention, tel pays, vous risquez d'avoir des criquets. Rien n'a été préparé. On est allé jusqu'au mois de mai, ils ont dit, écoutez, les criquets seront effectifs justement dans cette zone sahélienne. Rien n'a été fait. On a attendu jusqu'à ce que les criquets arrivent même à Dakar pour que les gens commencent à tout. C'est en ce moment que j'avais vu le président Abdoulaye Wade faire une déclaration à la télévision pour dire qu'il confiait justement cette lutte à l'armée. Et on a demandé aux pays amis de nous venir en aide.
Et justement, Alassane, c'est là où se trouve le problème. Il y a des pays qui, rapidement, le lendemain matin, nous ont envoyé des gros cargos, des avions, des soutes pleins de produits. Ce que les gens n'ont pas perçu. Ce qui semblait être une solidarité internationale n'était qu'en fait un vaste réseau, justement, pour liquider ces pesticides qui étaient déjà obsolètes. Pourquoi? Parce que c'est des molécules qui sont des organophosphorés et des organochlorés, qui, une fois formulés, on ne peut plus les recycler. Alors justement, il y avait des pays amis qui avaient justement ces stocks qui étaient très importants. Qui voulaient s'en débarrasser. Voilà, qui voulaient s'en débarrasser. Et on a fait venir ces produits ici au Sénégal. Et quand ils sont arrivés au Sénégal, là où c'était grave, c'est que ces mêmes avions qu'ils ont amenés, on a mis des andins, on a mis des arrosoirs, on a commencé déjà à arroser la pampa. Et on a arrosé la pampa. Alassane, ces produits... C'est comme la DDA, enfin, ça s'appelle des organophosphorés et des organochlorés, c'est des termes techniques peut-être. C'est des produits hautement cancérigènes et c'est des produits dont les effets sont dévastateurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, avec les avions dont vous faites allusion que le Sénégal a acquis, parce que c'est à partir de là qu'on a dit au président de la République, attendez, stop. Il a dit, bon, écoutez, je préfère avoir mes avions. Pourquoi? Parce que ces avions sont équipés pour pouvoir faire une bonne pulvérisation. Ces avions que nous avons au Sénégal, qui sont là, qui dorment, que personne ne se soucie, et qui sont en train de pourrir au niveau de Ouakam, c'est des avions qui sont justement conçus pour justement pouvoir faire une lutte parcimonieuse. C'est la dose nominale d'application de ces produits, c'est de 1,5 litre à l'hectare à maximum 3 à 5 litres à l'hectare. Vous savez, il ne suffit pas de prendre des produits et d'arroser. Il suffit de créer pendant un temps T une atmosphère polluée pour que les micro-organismes qui sont dedans meurent. Mais nous, on a vu ces avions gros porteurs que nous ont envoyés nos amis, des pays amis. Ils ont mis des doses de 1000 litres à l'hectare. Donc Alassane, aujourd'hui, nous avons des zones ici au Sénégal. On a des zones au Sénégal qui sont polluées pour à peu près 100 ans. C'est-à-dire qu'aucune agriculture ne devait être permise dans ces zones-là. Et les conséquences pour les populations? Mais justement, c'est parce que les conséquences, aujourd'hui, si du bissap pousse dessus, vous buvez le jus, vous buvez du jus contaminé. Et ça, normalement, on a tellement d'organismes d'environnement à foison, mais il n'y a pas d'unité de coercition. Vous savez, Alassane, depuis pratiquement 2 mois à 3 mois et demi, je suis en train de faire le tour de tous les décideurs. J'ai demandé justement à rencontrer le spécialiste parce que ça, c'est mon métier, Alassane. En fait, c'est ça mon métier. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir embrassé cette corporation qui est pratiquement... Je crois que je dois être la seule personne aujourd'hui qui a fait cette corporation dans la sous-région. C'est pourquoi j'accompagne le gouvernement nigérien, Je viens de terminer une étude avec les Gambiens. Les Gambiens viennent de mettre, parce que la FAO, vous savez ces avions que nous avons acquis, on les a acquis comment? C'est parce que justement quand il y a eu ce problème, quand on a envoyé le rapport au président Blawad, il s'est dit, bon écoutez, moi je veux avoir mes avions. Le Brésil a répondu tout de suite, le Brésil a donné cet avion-là. L'Arabie Saoudite nous a financé par le biais de la FAO ces avions. Dans la même année de 2004, les avions ont été amenés au Sénégal. Mais les avions, quand ils ont été amenés au Sénégal, on n'a pas créé un cadre. Et les gens n'ont pas compris que ces avions, ils n'ont pas seulement une utilité. Ce n'est pas des avions uniquement pour lutter contre des criquets. C'est des avions qui sont là, c'est des moteurs de développement. Ils ont une mission transversale. Parce que ces avions, on peut semer le riz avec. Ces avions, on peut lutter contre le feu avec. Ces avions, on peut semer du riz avec. Ces avions, on peut traiter le coton avec. On fait tout avec. Même dans le cadre de la santé où on en est, ces avions, ils peuvent démoustiquer des villes comme Dakar, des villes comme Kaolack, des villes comme Ziguinchor, des villes comme Tambacounda. Mais il n'y a pas le cadre n'est pas créé. Professeur Massamba, ces éléments aujourd'hui qu'on consomme, compte tenu des arguments qu'a avancé Xavier, est-ce que c'est dangereux pour la santé des populations? Mais vous savez, tous les produits chimiques qui ne sont pas destinés à la consommation sont dangereux. Alors moi je voudrais d'abord prendre un autre aspect de cette agriculture, puisque le volet technique a été bien développé par M. Diatta. Pour faire de l'agriculture, pour faire de l'épandage aérien, pour lutter contre les pesticides, encore faut-il développer l'agriculture. Alors aujourd'hui au Sénégal, Alassane, on est en train de tuer l'agriculture. Pourquoi? Il y a une urbanisation à outrance qui fait qu'aujourd'hui toutes les zones d'exploitation agricole sont en train d'être détruites au profit de lotissement, de terrains, etc. Allez dans la région de Niayes vers Bambilor, allez dans certaines localités, vous allez voir que toutes les zones où on faisait du maraîchage sont en train d'être détruites. À l'intérieur du Sénégal, on est en train de prendre de grands espaces qu'on donne à des pays étrangers pour faire des cultures à grande échelle
pour l'éthanol, ou pour les pays qui n'ont pas de surface pour faire de l'agriculture, tels que certains pays arabes, qui vont également produire ici au Sénégal, qui ne profiteront pas au Sénégal les moyens. On dit oui, on crée des emplois. Oui, c'est vrai, on crée des emplois précaires, avec des salaires sûrement mal payés, alors que les populations maintenant vont être obligées d'aller importer ou acheter ce de quoi manger. Alors, au lieu que le paysan du territoire cultive son niébé, son arachide, son gadianga, etc., ce champ va être cultivé carrément de plantes d'éthanol, et que finalement, l'ensemble des produits, au nom de la balance des paiements, au nom du développement de l'exportation, au nom de on va tuer les cultures vivrières. Je pense qu'il est temps qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse pour arrêter cette minéralisation à outrance. Il y a quand même l'agence ANIDA, l'ancien plan REVA, qui lance ce qu'ils appellent des fermes communautaires. Oui. Ils sont en train de travailler sur ça. Oui, mais une ferme, ça suppose des animaux qui sont dans un enclos et qu'on nourrisse sainement, sans les nourrir avec des produits chimiques ou bien avec des trucs qui sont produits industriellement. Le travail, c'est de mettre des fermes un peu partout dans tous les villages et villes du Sénégal pour permettre aux jeunes aussi de travailler. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne alimentaire. Les fermes, il faut avoir du foin pour les bêtes, pour qu'elles mangent sainement. S'il n'y a plus de foin, il faut manger des aliments chimiques et les animaux vont être contaminés et ça va dire également dans la chaîne alimentaire. Donc je dis qu'il faut qu'on développe une agriculture saine, qu'on favorise l'agriculture parce que c'est le premier facteur, c'est le secteur primaire, donc le premier facteur de développement d'un pays. Nous n'avons pas de pétrole, nous ne sommes pas un pays industrialisé et nous avons une population, à presque 80% de population rurale. Eh bien nous avons intérêt, nous, à développer l'agriculture aujourd'hui au lieu de tuer les zones agricoles en les transformant en des villes. Le diagnostic semble avoir été fait un peu partout. Tout le monde parle d'agriculture comme étant le moteur de développement d'un pays. Mais pourquoi aujourd'hui l'agriculture au Sénégal, ça ne commence pas? D'abord, l'agriculture ne peut pas commencer. Pourquoi? Si on est dominé par des lobbies commerciaux. Exactement. Au Sénégal, notre vrai problème, c'est les lobbies commerciaux. Souvenez-vous, Abdoulaye Wade, il y a de cela 2 ans, a payé une facture de plusieurs milliards de motoculteurs et de tracteurs. Est-ce que vous entendez parler de ces tracteurs-là? Simplement, c'est-à-dire que nous avons des gens... Il faudrait pas un audit pour voir où sont... Mais justement, non, c'est-à-dire que nous avons aux côtés des décideurs des lobbies qui sont tellement forts, qui sont tellement puissants, que ce qui intéresse les gens, c'est l'importation. C'est justement cette transaction. Après l'importation, c'est fini. Alassane, si vous allez à l'intérieur du pays, vous allez voir le matériel qui a servi juste une année, et qui n'a plus servi. Simplement, pourquoi? Pour faute de pièces de rechange. Ou alors, il y a même des zones où on a donné des tracteurs, où 50 km à la ronde, on n'a pas une seule personne qui sache conduire un tracteur. Mais donc, ce qui intéresse les gens, c'est justement ces lobbies commerciaux. Ces lobbies commerciaux, tant qu'on ne les sort pas, justement de l'approvisionnement des intrants, tant qu'on ne les sort pas de l'approvisionnement en matériel agricole, c'est sûr que ça sera toujours comme ça. Parce que, Alassane, je ne sais pas notre pays quel est son problème. On a essayé de faire un peu ce qui a été financé. Parce que c'est ça le problème. Je crois que les gens, de temps en temps, il faut prendre le problème à l'envers. On s'est amusé à voir à peu près quel montant a été alloué à l'agriculture sénégalaise depuis 5 ans. Combien? On est pris à près de 12 000 milliards. Où sont ces 12 000 milliards? Mais justement, c'est passé où? Dans les poches des lobbies? Mais dans les poches des lobbies. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a? Si aujourd'hui, le Sénégal a un projet d'acquisition, il obtient par exemple un crédit de 80 milliards, il prend ces 80 milliards, on va acheter des tracteurs. Mais est-ce que vous connaissez la commission, la rétrocommission qui est versée justement à la personne ou bien à toute la chaîne? L'intermédiaire. Ouais. Et moi, je dis que pour que cette agriculture décolle, qu'on arrête tout ça. Ces 80 milliards-là, vous les prenez. Prenez des jeunes. Et il y a des jeunes qui sont formatés aux valeurs républicaines. Vous avez l'armée. L'armée recrute chaque année à peu près quelque chose comme 3 000 à 4 000 personnes. C'est des jeunes qu'on forme pendant 2 ans. C'est des jeunes qui sont fiers de porter le drapeau du Sénégal. C'est des jeunes qui, aujourd'hui, on peut les mettre dans un champ, même s'il fallait faire un aménagement, leur donner des pelles et des pioches. Mais, en leur inculquant des valeurs agricoles, et prendre cet argent et payer, c'est ça qu'on appelle l'investissement sur l'humain. Cet argent, on payera ces jeunes-là, ils auront une bourse, ils auront 60 à 80 000 francs par mois, et ces jeunes-là, au moins, pendant 3 ans, de toute façon, nous, cet argent, on l'aurait dépensé, et 3 ans après, le matériel aurait disparu. Mais au moins, cette formation resterait avec ces jeunes-là. On commence par là.
Parce que je vous dis, Alassane, moi quand je regarde dans Dakar, je vous ai parlé de ces avions, un investissement de 3 milliards qui est en train de pourrir au niveau de la base de Ouakam. Vous prenez même un autre volet, le Fesman. Vous avez vu, vous faites le tour avec le virage après l'aéroport. Vous avez vu là-bas les Algeco, là, les préfabriqués. Vous savez ça coûte combien un préfabriqué? Ils sont en train de mourir. La brise marine est en train de... Et ça ne soucie personne. On a un gros problème. Il y a plein de matériel qui a été importé et qui est là au Sénégal, dont on n'a jamais fait de l'entretien et on est en train de laisser mourir comme ça. Et l'année prochaine, on va demander aux populations, à la présidence ou au ministre, qu'il nous faut un plan de feu. Le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. C'est un débat assez intéressant. On aura l'occasion de revenir sur ces questions bien précises qui concernent le développement du Sénégal. Merci infiniment à Xavier Diatta, qui est expert en aviation.